Alors d'abord, je voudrais commencer par le fait qu'un vaccin n'est pas un médicament comme les autres. Pour la bonne raison, c'est qu'un médicament, en général, s'adresse à des personnes malades. Donc des personnes qui cherchent à améliorer leurs symptômes, à guérir, c'est Oui. dans l'idéal, mais au moins améliorer leurs symptômes. Et donc ça veut dire que dans ce cadre-là, il y a une certaine acceptabilité de potentiels effets secondaires. Et même éventuellement dans les cas les plus graves, pour les personnes qui sont dans une situation, je dirais presque désespérée, il y a bien sûr une certaine acceptabilité du risque. Et donc on n'aura pas du tout la même attitude pour un médicament qui s'adresse à des malades. Dès lors que le rapport bénéfice-risque est favorable, eh bien on sera prêt à accepter un certain nombre d'effets secondaires si, encore une fois, le bénéfice, si on y gagne en termes de symptômes, en termes de confort par rapport à la maladie, ne serait-ce que ça. Dans le cas d'un vaccin, c'est complètement différent. Un vaccin, ça s'adresse à des personnes en bonne santé. Et donc, dès lors que ça s'adresse à des personnes en bonne santé, l'acceptabilité, donc on est dans le démarche de la prévention, donc l'acceptabilité du risque est bien moindre, forcément. Et on n'accepte pas les effets secondaires non plus. C'est-à-dire que on se fait vacciner alors qu'on est en bonne santé, on va certainement pas se rendre malade. C'est la même chose avec un aliment. Un aliment, on mange pour se nourrir, bien sûr, mais on mange aussi. En tout cas, nous, on a cette chance dans nos pays occidentaux, on mange aussi pour se faire plaisir, mais en aucun cas, on ne mange pour être malade. Et donc, en fait, l'exigence en termes de sécurité pour un vaccin, elle est du même ordre que celle d'un aliment. Et une autre différence majeure entre le vaccin et les autres médicaments, c'est qu'un médicament classique concernant des malades concerne forcément un effectif réduit. Heureusement, quand on considère une maladie donnée, ça concerne qu'une petite fraction, même si elle est toujours trop grosse, on est bien d'accord, mais une petite fraction de la population. Lorsqu'on a affaire à un vaccin, ça concerne les personnes en bonne santé, on est dans la prévention, et donc ça va concerner un très grand nombre de personnes, surtout dans le cadre de la Covid, où il va s'agir d'une vaccination de masse à l'échelle mondiale. À partir de là, le risque ne doit plus seulement être considéré à l'échelle de l'individu, mais il doit être considéré à l'échelle de la population. Et ça, c'est extrêmement important et c'est des choses dont on n'entend jamais parler, malheureusement, dans les émissions, dans les nombreux débats qu'il y a aujourd'hui autour de la stratégie vaccinale, etc. C'est qu'on doit considérer le risque, bien sûr, à l'échelle de l'individu, mais pas seulement, aussi à l'échelle de la population. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un risque qui a une fréquence, par exemple, de 1 personne sur 10 millions, une personne sur 10 millions, c'est-à-dire ce qu'on appelle un risque de 10 puissance moins 7, une personne sur 10 millions, on se dit, la probabilité que ça arrive est extrêmement faible. Hein. Et quand il s'agit d'un médicament qui concerne quelques milliers de personnes, la probabilité que ça arrive est quasiment nulle. Mais lorsqu'on a un risque du même ordre, de 10,7, de une personne sur 10 millions, et que on va vacciner des centaines de millions, voire des milliards de personnes, évidemment, ce risque n'est plus à négliger. Et ça, c'est extrêmement important. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais si c'est un risque pour l'individu qui se fait vacciner, à la limite, une personne sur 10 millions qui serait malade ou qui aurait des problèmes, c'est quand même extrêmement faible. Oui, sauf si le risque a des conséquences sur l'ensemble de la population. Et c'est ça dont il est question avec les vaccins que l'on nous propose aujourd'hui, la nouvelle génération de vaccins qu'on nous propose pour tenter de lutter contre la Covid-19. Voilà. Alors, ces vaccins de nouvelle génération, c'est quoi ? Jusqu'à présent, le principe de la vaccination, c'est de préparer nos défenses, de stimuler nos défenses immunitaires pour qu'elles soient préparées le jour où le vrai agent infectieux attaque. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'entraîner notre système immunitaire pour qu'il fabrique des anticorps capables de neutraliser l'agent infectieux le jour d'une véritable infection. Alors pour ça, jusqu'à présent, les principaux vaccins consistaient à injecter prenons le cas d'un virus, d'injecter le virus entier.
le virus entier, soit sous une forme inactivée, soit sous une forme atténuée. Sous une forme inactivée, ça veut dire que le virus, il est incapable de provoquer, il est incapable de rendre malade. Donc le virus est là, il a toujours la même gueule de l'extérieur, par conséquent notre défense immunitaire le reconnaisse toujours comme un corps étranger et peuvent s'entraîner, se préparer, c'est-à-dire fabriquer des anticorps dirigés spécifiquement contre ce virus. Et le jour où le vrai virus, en pleine forme, attaque, notre système immunitaire est déjà prêt pour le neutraliser. Ça, c'est premier type de vaccin, les vaccins qu'on appelle les vaccins inactivés, c'est-à-dire que le virus, on met le virus, mais le virus est mort en quelque sorte. Il y a ensuite les vaccins atténués, ce qu'on appelle aussi des vaccins vivants, c'est-à-dire qu'on met le virus vivant, mais atténué, fragilisé. Par exemple, c'est un virus, un mutant, une version mutante du virus qui le rend, qui l'affaiblit, qui le rend incapable, par exemple, de se développer à 37 degrés, qui est la température de notre corps. Et du coup, le virus est là, mais il est dans les choux, quoi. Et donc, comme il est faible, notre système immunitaire a le temps de s'entraîner pour le neutraliser. Et encore une fois, le jour où le vrai virus attaque, notre organisme est prêt pour neutraliser ce virus. Alors, c'est pas forcément non plus la panacée, ces vaccins, mais il y a eu quelques problèmes avec ces types de vaccins. Mais bon, globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Mais les vaccins inactivés, par exemple, ont l'inconvénient d'être peu efficaces, et donc il faut mettre des adjuvants comme de l'aluminium, du formaldéhyde, qui ne sont pas des molécules forcément sympathiques, pour potentialiser l'effet immunisant du virus. Et il faut également des injections répétées. Dans le cas d'un virus atténué, c'est plus efficace. Donc d'un vaccin avec un virus atténué, c'est plus efficace, mais ça présente plus de risques. Parce que il se peut que le virus que l'on croyait atténué ne le soit pas suffisamment. Donc chez une personne fragile, c'est bien que le virus soit atténué, c'est lui qui va gagner la bagarre. Ouais. Donc en guise de vaccination, on risque de donner la maladie. Donc il y a eu quelques accidents comme ça par le passé, mais ça c'est les principaux vaccins, les vaccins classiques qu'on a utilisés jusqu'à présent. Il y a eu depuis quelques années une autre génération de vaccins qui sur le papier glacé est assez spectaculaire, en tout cas assez séduisante. Je dis souvent que si Pasteur savait ça, il en aurait une érection posthume, mais parce que effectivement le principe était le suivant, c'était de dire au lieu d'injecter le virus entier, on va injecter une protéine du virus. Vous savez, le virus, c'est du matériel génétique qui est enveloppé dans une coque protéique. Et éventuellement, le tout est emballé dans une bicouche de graisse, ce qu'on appelle une enveloppe. Et à la surface de cette enveloppe, il y a des protéines. Et donc, ce qu'on appelle les protéines de surface du virus, qui vont permettre d'ailleurs au virus de s'ancrer sur les cellules cibles pour pénétrer dans les cellules cibles, dans les cellules qui l'infectent. Dans le cas du virus SARS-CoV-2, cette protéine de surface, c'est la fameuse protéine Spike, dont on parle beaucoup. L'idée, il y a quelques années, ça a été de dire, et si au lieu d'injecter le virus entier, on injectait que la protéine de surface du virus, c'est-à-dire la protéine qui est visible de l'extérieur, et donc qui est forcément, qui fait que le virus va être reconnu comme corps étranger. Donc c'est une protéine immunisante, c'est-à-dire qu'elle va stimuler notre système immunitaire parce qu'elle est reconnue comme étrangère. Et donc l'idée a été à ce moment-là de prendre le gène du virus qui détient le secret de fabrication de cette protéine de surface et de mettre ce gène dans des cellules, des bactéries, des levures, enfin des cellules qu'on utilise classiquement en laboratoire, multiplier ces cellules dans lesquelles on a introduit le gène du virus dans des fermenteurs, on multiplie ces cellules à grande échelle, et ces cellules prennent le gène du virus à leur propre compte et fabriquent la protéine du virus, la protéine de surface du virus. Donc on va pouvoir purifier cette protéine en laboratoire, et ce qu'on va injecter au patient, c'est uniquement la protéine. Donc là, évidemment, sur le papier glacé, c'est très joli, parce qu'on dit, on injecte une protéine du virus qui va bien stimuler notre système immunitaire sans prendre le risque de mettre le virus entier. Et donc notamment d'un virus atténué qui pourrait être mal atténué. Donc ça, c'est par exemple ce qui s'est fait avec le vaccin contre l'hépatite B.
Le vaccin contre l'hépatite B, Engerix B par exemple, c'est uniquement la protéine du virus qu'on injecte et qui est fabriquée en laboratoire par des cellules transgéniques, donc des cellules dans lesquelles on a mis un gène étranger qui est le gène du virus, détenant le secret de fabrication de cette protéine. Et donc on purifie la protéine en laboratoire et on injecte cette protéine avec bien sûr un certain nombre d'adjuvants, etc. Alors là encore, sur le papier glacé c'est très joli, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. La protéine peut être mal repliée par exemple, elle peut avoir des caractéristiques un petit peu différentes, parce que faire fabriquer une protéine dans des cellules étrangères, voilà, c'est parfois la protéine, elle est pas tout à fait identique, il y a des petites différences qui peuvent avoir parfois des grosses conséquences, mais en tout cas, bon voilà, ça fait partie des vaccins dont on disposait jusqu'à présent. Maintenant, la nouvelle génération de vaccins qu'on nous propose, notamment dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ce sont des vaccins où le principe est le suivant, ça consiste à injecter directement dans nos cellules le matériel génétique du virus ou une partie du matériel génétique du virus. Le matériel génétique, alors pour nos cellules par exemple humaines, c'est de l'ADN. L'ADN, dans l'ADN il y a un certain nombre de gènes et les gènes détiennent le secret de fabrication d'un certain nombre de protéines. Eh bien, dans le matériel génétique du virus, on va trouver l'information génétique qui détient le secret de fabrication des protéines du virus. Et le principe d'un virus, c'est d'injecter son matériel génétique dans les cellules qu'il infecte, de façon à ce que les cellules infectées prennent le matériel génétique du virus à leur propre compte et fabriquent les protéines du virus, ce qui permet au virus de se multiplier. Voilà comment un virus n'est pas autonome. Il doit détourner la machinerie cellulaire de la cellule qu'il infecte pour pouvoir fabriquer ses propres protéines et donc créer des nouveaux assemblages de virus et donc multiplier le nombre de particules virales. Ensuite, ces particules virales vont alors quitter la cellule infectée et aller en infecter d'autres. Voilà, ça c'est le principe, c'est comment ça fonctionne dans la vraie vie. Et l'idée est de dire là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va injecter dans les cellules du patient pas tout le matériel génétique du virus, mais la partie du matériel génétique du virus qui détient le secret de fabrication de sa protéine de surface. Et du coup, on n'injecte plus la protéine de surface, mais on fait fabriquer directement par nos cellules la protéine du virus, qui est la protéine immunogène et donc qui va stimuler nos défenses immunitaires. Voilà. Alors, il se trouve que le matériel génétique du virus, c'est soit comme le nôtre de l'ADN, soit ce qu'on appelle de l'ARN. C'est quoi l'ARN ? Et en fait, on ne passe pas directement quand je disais que dans l'ADN, il y a des gènes et que les gènes détiennent les secrets de fabrication des protéines. En fait, on ne passe jamais directement de l'ADN à la protéine. Il y a un intermédiaire qui s'appelle un ARN. Donc cet intermédiaire, eh bien, c'est lui qui permet véritablement de fabriquer la protéine. C'est-à-dire que l'ADN est d'abord transformé en ARN, puis ensuite l'ARN, eh bien, permet de fabriquer la protéine ou les protéines. Eh bien, il se trouve que parmi les virus, il y a des virus dont le matériel génétique est de l'ADN, mais il y a des virus dont le matériel génétique est de l'ARN, directement. Et c'est le cas du virus SARS-CoV-2. Le virus SARS-CoV-2 a pour matériel, donc le virus responsable de la Covid-19, son matériel génétique c'est de l'ARN. Et donc, d'où les fameux vaccins dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment le vaccin de Pfizer, de Moderna, qui sont donc des vaccins à ARN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va nous injecter directement une partie du matériel génétique du virus SARS-CoV-2, donc une partie de son ARN, qui est la partie qui détient le secret de fabrication de sa protéine de surface Spike, la fameuse protéine qui est visible de l'extérieur sur le virus, et donc qui va être fabriquée directement par nos propres cellules. Et par conséquent, voilà, le principe est là. Alors maintenant, pour faire pénétrer cet ARN dans nos cellules, l'ARN est une molécule fragile, il faut l'envelopper, donc elle est enveloppée dans une nanoparticule de graisse, dans une petite bicouche de graisse, donc une petite structure sphérique, nanoparticule, ça veut dire dont la taille est l'ordre de grandeur est du nanomètre, 10 puissance, 1 milliardième de mètre, donc c'est une particule extrêmement
extrêmement petite, dans laquelle il y a donc l'ARN du virus SARS-CoV-2, et on va à ce moment-là faire pénétrer cette petite particule de graisse dans nos cellules, et elle va, une fois à l'intérieur de nos cellules, s'ouvrir et libérer l'ARN qu'elle contient, et cet ARN va alors être pris en charge par nos cellules pour fabriquer la protéine Spike. Voilà le principe des vaccins à ARN. Ça, c'est une catégorie de vaccins. Les autres catégories de vaccins, toujours pour le SARS-CoV-2, ont toujours pour principe de faire fabriquer par nos propres cellules la protéine Spike, la protéine de surface. Sauf que il y a les vaccins à ARN, donc qui consistent à injecter, comme je viens de l'expliquer, donc une partie de l'ARN du virus SARS-CoV-2. Mais il y a également d'autres vaccins qui consistent à utiliser en fait un virus entier qui va permettre de faire pénétrer ce matériel génétique du virus SARS-CoV-2 dans nos cellules. Là, on a vu que c'était l'ARN enveloppé dans une bicouche de graisse, dans une petite nanoparticule de graisse. Donc c'est le vaccin de type Pfizer, etc. Mais il y a d'autres vaccins basés sur le même principe, c'est-à-dire toujours injecter le matériel génétique de SARS-CoV-2 dans nos propres cellules, mais en utilisant donc un virus comme vecteur. Alors ce n'est pas le virus SARS-CoV-2, c'est un autre virus, qui est un virus qu'on a modifié génétiquement, c'est-à-dire qu'on l'a dépourvu d'une partie de son propre matériel génétique pour le rendre inopérant. Et donc, et la partie du matériel génétique de ce virus qu'on a enlevé pour le rendre inopérant est remplacée par la partie du matériel génétique de SARS-CoV-2. Et donc, ce virus va alors, eh bien en fait, on utilise les propriétés naturelles de ce virus qui sont d'injecter le matériel génétique qu'il contient dans nos cellules, sauf que le matériel génétique qu'il va injecter dans nos cellules, ce n'est pas son propre matériel génétique, c'est une partie de son matériel génétique contenant une partie du matériel génétique de SARS-CoV-2. Et donc, du coup, nos cellules vont recevoir cette information génétique et vont pouvoir fabriquer à nouveau la protéine Spike. Voilà, donc si je résume, en fait, les nouveaux vaccins anti-Covid consistent à introduire dans nos cellules le matériel génétique ou une partie du matériel génétique du virus SARS-CoV-2 pour que nos cellules prennent en charge ce matériel génétique et fabriquent elles-mêmes la protéine de surface du virus qui est la protéine immunisante. Et on a deux grands types de véhicules pour faire pénétrer ce matériel génétique dans nos cellules. Il faut des véhicules qu'on appelle des vecteurs. Dans un cas, c'est une petite bicouche de graisse dans laquelle est emprisonné l'ARN, une partie de l'ARN du virus. Et dans l'autre cas, c'est un autre virus qui sert de véhicule, qui sert de vecteur, que l'on a désarmé, c'est-à-dire qu'on a amputé une partie de son matériel génétique de façon à ce que ce virus perde sa virulence. Et à la place, on a mis une partie du matériel génétique de SARS-CoV-2 qui va permettre ensuite de faire fabriquer par nos cellules la protéine de surface immunisante de ce virus. Voilà la nouvelle génération. Et ça, bien sûr, on n'a pas de recul et ça pose un certain nombre de questions nouvelles et ça introduit des risques nouveaux. Voilà. Voilà ce que je peux dire jusqu'à ce stade et après on peut, si vous voulez, aborder la question des risques. Je ne sais pas si ça a été suffisamment clair. Ah oui, très 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 bien. De toute façon, effectivement, moi je réécouterai tout ça à tête reposée, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je veux prendre le temps, puisque du coup, moi ça m'intéresse en tant que scientifique. Et maintenant, effectivement, si vous pouviez nous parler des risques, parce que je crois que c'est ça qui va intéresser, je dirais, dans un avenir plutôt proche, de ce que vous en pensez, effectivement, on va dire du rapport bénéfice-risque. Voilà. Oui. Alors, il y a des risques de différents ordres avec ça. C'est que d'abord, je vais revenir tout à l'heure sur les virus, sur les vaccins ARN. Mais il y a comme je viens de l'expliquer, certains vaccins qui consistent à utiliser comme véhicule, comme vecteur, pour faire pénétrer dans nos cellules le matériel génétique de SARS-CoV-2, qui consiste à utiliser un virus. Un autre virus qu'on a désarmé, donc un virus génétiquement modifié dans lequel on a remplacé une partie de son propre matériel génétique par celui de SARS-CoV-2. Très bien, sauf que
parmi les virus qu'on utilise comme vecteurs, il y a des virus qui sont des virus à ADN. C'est-à-dire que leur matériel génétique, c'est de l'ADN. Or, on ne peut pas insérer de l'ARN dans de l'ADN. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir transformer l'ARN de SARS-CoV-2 en ADN. Ça se fait en laboratoire. C'est-à-dire qu'on prend l'ARN de SARS-CoV-2 et grâce à une enzyme particulière, qui est d'ailleurs une enzyme virale qui provient d'un autre virus, on va être capable, à partir de l'ARN, de faire une version ADN. Et donc cet ADN du virus SARS-CoV-2, qui n'existe pas naturellement, puisque c'est un virus à ARN, mais on a fait en laboratoire une copie ADN de cet ARN, et on insère l'ADN, du coup, dans le matériel génétique ADN d'un autre virus, d'un virus génétiquement modifié. Donc ce qui va pénétrer dans nos cellules, dans ce cas-là, ce n'est pas de l'ARN, mais de l'ADN. Et à partir du moment où on fait pénétrer dans nos cellules de l'ADN, là, il y a le risque que cet ADN aille s'insérer dans nos propres chromosomes. Et en s'insérant dans nos propres chromosomes, ça veut dire que, en fonction de l'endroit où il va aller s'insérer, ça peut provoquer un certain nombre d'événements plutôt malheureux et éventuellement graves. C'est-à-dire que, par exemple, dans la thérapie génique, c'est ce qu'on fait. Dans la thérapie génique, on introduit de l'ADN dans nos cellules. Mais c'est pas de l'ADN étranger, c'est de l'ADN humain qu'on introduit dans des cellules humaines. Il y a des enfants, par exemple, qui ont un gène qui est muté, qui est abîmé. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de leur apporter la version normale du gène, donc un gène réparateur. Sauf qu'on ne maîtrise pas l'endroit où donc là, c'est bien de l'ADN, et donc, il va aller s'insérer. D'ailleurs, c'est le but, que cet ADN réparateur aille s'insérer dans les chromosomes, quelque part dans les chromosomes des cellules de l'enfant qu'on cherche à traiter, et pour qu'il puisse donc compenser la version abîmée de ce même gène qui est présente chez les enfants. Et donc, le problème, c'est que souvent, ce gène réparateur va s'insérer à des endroits qu'on ne maîtrise pas. Et en s'insérant à des endroits qu'on ne maîtrise pas, il peut aller, par exemple, réveiller des gènes de cancer. C'est arrivé, il y a des enfants qu'on a voulu traiter par thérapie génique et qui ont développé des leucémies parce que le gène est allé, réparateur est allé s'insérer au niveau de ce qu'on appelle des gènes de cancer, des oncogènes qui se sont réveillés et qui ont provoqué ces leucémies. Alors, évidemment, ça c'est un gros problème, c'est le risque d'insertion du matériel génétique dans notre propre matériel génétique. Là, je ne parle pas de l'ARN, je parle du cas où on a une copie ADN du matériel génétique du virus SARS-CoV-2 qu'on a introduite dans le matériel génétique d'un autre virus génétiquement modifié qui va servir de véhicule, de vecteur, pour introduire tout ce matériel génétique dans nos cellules. Et là, bien sûr, donc, il y a des possibilités d'insertion, et ça peut provoquer ce qu'on appelle de la mutagénèse insertionnelle. Mutagénèse, c'est-à-dire qu'on fait des mutations, on va perturber notre propre matériel génétique par insertion d'un ADN étranger à un endroit qu'on ne maîtrise pas. Bon, donc il y a cet aspect qui est extrêmement important pour tout ce qui va consister à injecter non pas de l'ARN mais de l'ADN. Lorsqu'on injecte de l'ARN, alors on va nous dire, là, l'ARN, il ne va pas pénétrer, il ne va pas s'insérer dans notre matériel génétique. C'est vrai. Il ne pourra pas, il a une durée de vie très courte, l'ARN. Donc il va vivre suffisamment longtemps dans nos cellules pour permettre de fabriquer la protéine spike, mais il va être vite dégradé. C'est pour ça qu'il est très fragile, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le maintenir à des températures extrêmement basses. Et donc il faut des congélateurs à moins 70, moins 81 pour le conserver, ce vaccin à ARN. Donc cet ARN, une fois qu'il va être dans nos cellules, il va se retrouver à une température qui est 37 degrés, il aura une durée de vie qui va être relativement courte. La durée de vie d'un ARN messager, c'est entre 30 minutes et 24 heures, grosso modo, pour parler des ARN humains. Donc là, c'est un ARN viral qui va effectivement avoir une durée de vie de cet ordre de grandeur probablement. Donc au bout du compte, il va être dégradé et normalement, vous savez que notre matériel génétique, il est compartimenté dans un compartiment de nos cellules qu'on appelle le noyau, et donc l'ARN normalement ne devrait pas pénétrer dans le noyau, et de toute façon, même s'il y pénétrait, il ne pourrait pas s'insérer dans notre ADN. Ok, donc de ce point de vue-là, on dit au moins l'avantage avec le vaccin ARN, c'est qu'il n'y a pas de risque d'insertion dans notre génome. Alors, il peut y avoir un petit risque
de ce point de vue-là, mais qui m'oblige à rentrer dans des considérations un peu plus techniques, mais qui sont extrêmement faibles, effectivement. C'est tout simplement, je vais quand même le dire, c'est que, imaginons que la personne qui reçoit ce matériel génétique, ce vaccin, soit elle-même infectée par un autre virus qui apporte l'enzyme capable de convertir cet ARN en ADN. À ce moment-là, on se retrouve dans la situation où c'est plus de l'ARN mais de l'ADN et qui peut avoir la possibilité de s'insérer. Évidemment, c'est extrêmement peu probable. Il faut que la personne qui soit vaccinée soit en même temps infectée dans les mêmes cellules par un virus qui apporte l'enzyme qui permet de convertir l'ARN en ADN. Bon, ça fait un peu le sketch de la chauve-souris de Bigard. Mais je vais y revenir. Donc, l'autre risque qu'il y a, et qui est très important, et c'est là qu'il faut considérer le risque à l'échelle non plus de l'individu mais de la population, que ce soit de l'ARN ou que ce soit de l'ADN. Il y a un risque qui est le risque de recombinaison virale. C'est quoi le risque de recombinaison virale? C'est que les virus adorent échanger du matériel génétique entre eux. Ils adorent ça. Ils le font avec une très grosse efficacité. Ça s'appelle la recombinaison. C'est pas spécifique au virus, la recombinaison. Mais les virus la pratiquent avec une très forte efficacité. C'est-à-dire que quand deux matériels génétiques viraux se rencontrent, ils échangent des morceaux entre eux. Et ça fait ce qu'on appelle des virus recombinants. C'est-à-dire un nouveau matériel génétique constitué en partie du virus 1 et en partie du virus 2. Et ça fait ce qu'on appelle un virus recombinant. Le virus recombinant, on en a beaucoup entendu parler avec le virus H1N1. Le virus H1N1, c'est un recombinant entre trois virus. Le virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine et de la grippe porcine. Et on sait à quel point ça fait flipper, si je puis dire, ça fait peur, parce que un virus recombinant, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que soit il sera moins virulent que les virus de départ, et tant mieux, soit il sera beaucoup plus virulent que les virus de départ. Et donc, évidemment, la probabilité que ça arrive dans la vraie vie, elle est faible, parce qu'il faut que les deux virus se rencontrent. Et pour qu'ils se rencontrent, il faut que nos cellules soient infectées en même temps par deux virus. C'est peu probable. Mais dès lors qu'on introduit du matériel génétique volontairement, du matériel génétique viral dans nos cellules, que ce soit de l'ARN ou que ce soit de l'ADN, parce que la recombinaison virale se fait aussi bien entre virus à ARN qu'entre virus à ADN. On ne peut pas le faire entre ARN d'un côté et ADN de l'autre. Mais deux virus ARN, deux virus ADN peuvent sans problème échanger du matériel génétique avec une très forte efficacité. Dès lors qu'on introduit dans nos cellules du matériel génétique viral de façon volontaire, il suffit qu'on soit infecté dans ces mêmes cellules par un seul virus de même nature pour que la recombinaison se produise. Alors évidemment, cette recombinaison, c'est pareil, hein. Il faut dire, ah ouais, mais il faut que la personne qui est vaccinée soit en même temps infectée dans les mêmes cellules. Alors ça va être quelles cellules? Les cellules musculaires. On va faire intradermique, intramusculaire. Donc les cellules du derme, les cellules musculaires, les cellules du tissu conjonctif, qui sont des cellules qui enveloppent nos différents organes, notamment nos faisceaux musculaires, des cellules sanguines, parce qu'effectivement, on va traverser à travers la peau, le muscle, on traverse des petits vaisseaux. Bon, voilà. Et donc, il faut que ces cellules soient en même temps infectées par un autre virus. Oui, ça existe. Ça existe, bien sûr. Il y a des virus qui infectent des cellules musculaires, des cellules de la peau, des cellules sanguines. Bon, ça existe. Donc, maintenant, effectivement, il faut que la personne qui est vaccinée soit infectée. Oui, mais on va vacciner, par exemple, là, en pleine période d'hiver, où on risque qu'un certain nombre de personnes auront peut-être le virus de la grippe. Alors, on va me dire, oui, mais le virus de la grippe, ça touche pas les mêmes cellules. Oui, d'accord, mais il y a d'autres virus. Il y a d'autres virus. Alors là encore, on est sur des fréquences faibles. Mais, c'est-à-dire que la probabilité que ça se produise en termes de fréquence est faible. Admettons que ce soit, je sais pas, moi, 10-7, 10-8, c'est-à-dire une personne sur 10 millions ou une personne sur 100 millions. Mais on va vacciner massivement des centaines de millions de personnes. Donc cet événement, statistiquement, va forcément arriver. Et oui, ben, quand bien même ça arriverait, la personne concernée, ce sera bien dommage pour elle, mais ce sera une personne sur 100 millions. Ou... Oui, mais attention. Attention, c'est que ce virus recombinant, s'il est virulent, il ne va pas être virulent que chez la personne chez laquelle il va se fabriquer. Oui. C'est qu'il va proliférer et qu'il va aller infecter d'autres personnes. Voilà. Et n'oublions pas qu'il suffit qu'un virus arrive un jour quelque part pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Le virus SARS-CoV-2 est arrivé un jour quelque part. C'était à Wuhan. Il est arrivé un jour quelque part.
Aujourd'hui, les conséquences sont colossales et mondiales. C'est pour ça que le risque ne doit pas être considéré seulement à l'échelle de l'individu vacciné, mais à l'échelle de la population. Et donc, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et là, en voulant lutter contre un virus, on risque d'en générer des nouveaux. Voilà, ça c'est un risque dont on ne parle jamais, peut-être parce que ça fait trop peur, peut-être parce que c'est un peu trop difficile à expliquer, puis qu'on se dit « Oh, mais non, ça va pas arriver, on va passer à travers les mailles du filet ». Voilà. Là, ça pose la question. Alors, on va me dire, oui, mais ça, on ne le saura jamais, parce que même si on fait des essais cliniques prolongés, etc., bon, évidemment, il faut des énormes effectifs, donc de toute façon, c'est pas même à un stade clinique de niveau 3 qu'on sera capable de... Oui, bien sûr, mais ça veut dire, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là? Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir recours à ce type de vaccin? Alors, évidemment, c'est certainement moins coûteux de faire ce type de vaccin que par exemple, de produire la protéine virale en laboratoire et de l'injecter. Donc, il y a un problème de coût, il y a un problème de rapidité. Le problème, c'est que l'urgence, enfin, la sécurité, la fiabilité et la sécurité ne sont pas compatibles avec l'urgence. Que cette urgence, elle soit sanitaire, qu'elle soit politique, qu'elle soit financière pour toutes les entreprises qui sont lancées dans la course au vaccin, ce n'est pas compatible avec la biosécurité. La Haute Autorité de Santé a écrit dans un rapport au mois de septembre, ou au mois d'août, je ne sais plus exactement, où le but était de produire le vaccin le plus sûr et le plus fiable dans le temps le plus court. C'est un oxymore. Oui. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas compatible. Alors se pose alors la question des autres stratégies. Alors la stratégie vaccinale ne doit pas forcément être abandonnée, mais on doit prendre peut-être une stratégie plus conventionnelle pour laquelle on a plus de recul et qui va certes peut-être demander plus de temps, mais ne vaut-il pas attendre plus longtemps pour et trouver une manière de vivre avec le virus sans peut-être sacrifier tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui, de trouver une sorte de compromis, mais pour avoir le jour où on aura quelque chose de sûr. Et puis, il y a peut-être d'autres stratégies que le vaccin. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on met tous les œufs dans le même panier. On a mis des moyens financiers énormes dans le vaccin, mais il y a peut-être d'autres stratégies, des stratégies d'autres types de thérapies, des thérapies antivirales, voilà, on a peut-être abandonné des pistes un peu trop rapidement au prétexte qu'elles étaient présentées par des personnes qui ont une sale gueule ou qui nous plaisent pas. Bon, voilà, c'est ça. D'ailleurs, sur le comment dire le rapport bénéfice-risque, qu'est-ce que vous pensez du fait que finalement les morts du Covid, visiblement, la moyenne d'âge c'est 81 ans. Et du coup, est-ce que on n'est pas en train de se battre quelque part contre un virus qui finalement n'est peut-être pas beaucoup plus dangereux, je sais pas, qu'une grippe ou d'autres... D'abord, quand on nous dit que 90% des gens qui meurent du Covid ont plus de 80 ans, 85 ans, c'est vrai pour toutes les maladies. Pour toutes les maladies, 90% des gens qui en meurent ont plus de 80 ans. Donc, sauf peut-être, justement, je vais y venir, les maladies chroniques qui touchent des gens de plus en plus jeunes. Mais justement, effectivement, la vraie question, c'est que je ne veux pas négliger les morts, hein, loin de là. Un mort est toujours un mort de trop, quelle que soit la cause. Et évidemment, les gens qui sont morts du Covid sont dans la douleur, etc. Enfin, les proches des gens qui sont morts du Covid. Donc, il ne s'agit pas d'être blessant vis-à-vis de qui que ce soit et de négliger les morts. Loin de là. Mais simplement, force est de constater que tous les morts n'ont pas la même valeur, parce que il y a, et en fait il y a un lien étroit avec le Covid, c'est que il y a l'OMS dès 2008, l'Organisation mondiale de la santé dès 2008, a alerté notamment sur le problème des maladies chroniques, qu'on appelle les maladies chroniques, qui sont en fait des maladies environnementales. C'est les maladies, l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers qui explosent depuis quelques années, les cancers depuis quelques décennies, les cancers de la prostate, les cancers du sein, les cancers du côlon, les cancers de la vessie, tous ces cancers qui explosent et dont on sait que la cause cette explosion ne peut pas s'expliquer par des causes génétiques, ni par des causes infectieuses, ni par le vieillissement de la population, parce que ça touche des gens de plus en plus jeunes. Et donc ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui à propos du Covid des comorbidités. Ouais, ce sont en fait des gens qui sont déjà malades. Et le Covid n'est pas un virus tueur, et fort heureusement pour nous, parce que si c'était un virus tueur, vu le nombre de gens contaminés, il y aurait une hécatombe.
ce serait autre chose que le nombre de morts qu'on a aujourd'hui, même si c'est déjà trop. Sauf que on confond le fait de mourir à cause du Covid et de mourir avec le Covid. C'est-à-dire que le Covid n'est pas un virus tueur en tant que tel. Le Covid porte les stockades finales chez des gens qui sont déjà fragiles. Voilà. Certes, les personnes âgées, mais pas seulement, des personnes beaucoup plus jeunes. Hein, et en 2008, l'OMS recensait le nombre de morts des maladies chroniques dans le monde. C'était 63% des décès. Ça représentait 36 millions de morts. 36 millions de morts dans le monde en 2008. Hein, et ça s'est pas arrangé depuis. Mais déjà en 2008, 36 millions de morts, dont 29% avaient moins de 65 ans. Et notamment parmi les obèses. Il y a combien d'obèses en France ? En 2012, le recensement qui a été fait par l'enquête OBEPI, qui était une enquête gouvernementale et qui avait été menée par l'INSERM notamment, c'était 7 millions d'obèses, hein, de 12% de la population. 15% de la population. 15% de la population en 2012, et ça représentait donc 7 millions d'obèses en France. Donc évidemment, les obèses sont particulièrement la cible du Covid. Donc le Covid, encore une fois, vient porter les stockades finales. Donc en fait, avec le Covid, il y a une pandémie qui en cache une autre. Et si Salomon venait tous les soirs nous recenser le nombre de morts de maladies dites chroniques, les chiffres seraient sans commune mesure avec ceux qui nous annoncent tous les soirs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les uns au prétexte qu'il y a pire. C'est pas parce que on a perdu un bras qu'il faut dire c'est pas grave, je connais un mec qui en a perdu 2. C'est pas ça que je dis. Mais simplement, il faut avoir une vision globale dans la santé. Il faut tout intégrer. Et on ne peut pas lutter efficacement contre le Covid si on ne lutte pas efficacement contre les autres épidémies qui ne sont pas des épidémies virales, qui ne nécessitent pas de masque, qui ne nécessitent pas de nettoyer les poignées de porte, mais qui sont intimement liées à la problématique que l'on rencontre aujourd'hui avec le Covid. Et donc, il faut avoir cette vision globale. Aujourd'hui, on est obsédé sur le Covid avec le vaccin, puis on va repartir, mais on va repartir avec des mêmes erreurs, et on va avoir un nouveau virus qui va arriver, peut-être pour les raisons, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais peut-être pour les raisons que j'ai expliquées avec les histoires de recombinaison entre le matériel génétique vaccinal et le matériel génétique d'un virus infectant qui pourrait cohabiter chez un patient vacciné. Donc, voilà. Ne faisons pas n'importe quoi, posons-nous les bonnes questions, prenons le temps et mettons sur autour de la table les personnes qui sont compétentes et travaillons avec une intelligence collective. Aujourd'hui, on a affaire à quelques personnes qui se réunissent, en plus dans un secret défense, on voit pas ce que ça vient foutre ici, c'est une maladie, il s'agit pas de la guerre. Et puis, sans aucune transparence. Et puis, on a quelques scientifiques là qui ont été sélectionnés par le gouvernement et qui sont des gens entre eux et dès qu'il y a des gens qui pensent autrement, il n'en faut pas partie. Alors que dans le domaine de la science, c'est pas le consensus qu'on doit chercher. C'est le dissensus. Il faut prendre en compte tous les avis, même les avis minoritaires. Parce que l'histoire de la science a toujours montré qu'en science, il faut pas avoir raison trop tôt. C'est-à-dire que celui qui a raison trop tôt, on lui dit non, on l'évince. Alors qu'en réalité, l'histoire montre qu'il avait raison. Donc, les avis minoritaires en science ne doivent pas être écartés. On doit prendre en compte tous les avis. Donc, il faut de la table toutes les personnes compétentes et toutes les personnes qui vont dire voilà, on va mettre quelles sont les stratégies. Il y a le vaccin, c'est une stratégie. Il y en a peut-être d'autres. Regardons, comparons-les, mettons-les en opposition, voyant les avantages des unes, les inconvénients des autres, et travaillons ensemble, prenons le temps et faisons quelque chose d'intelligent et de compris où on intègre l'ensemble de la problématique sanitaire.